Hey, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve avec Paul à la sortie du week-end de la Z que moi Exact. j'ai découvert. J'ai découvert cette folle famille de la Z et on se retrouve donc ici au train bleu, c'est ça? C'est le wagon bleu, train bleu. Exactement, le train bleu ici à Paris-Gare de Lyon avant de Voilà, le repartir train dans le bleu à sud. Paris-Gare de Lyon et d'ailleurs on est Alors en fait, voilà, pour être en clair, c'est présence. qu'on fait un petit live direct. Voilà, Voilà. vous aurez en copie sur cette deuxième caméra. Donc je vais regarder un coup en haut, un coup en bas, mais c'est simplement parce que en fait, vous êtes sur Double caméra. double Voilà. caméra. Voilà, il y a beaucoup plus de Live. monde d'ailleurs sur le live de Paul que sur le mien, mais bon ça va bientôt Bon, changer. ça va bientôt changer. Après ce Ouais. week-end à la Z, je vais développer des stratégies pour. Alors, Pour avoir un peu plus de monde. Je vais si on se poser retrouve ça. aujourd'hui, et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler avec vous d'un sujet qui me passionne, puisque avec Paul Pironnet, avec Paul, on est tous les deux très ancrés dans la PNL et toutes les techniques qui permettent le changement. Et dans ces domaines-là, il y a un truc qui est vraiment important, c'est le système de croyance qu'on a développé, qui définit Exact. un petit peu notre vision du monde. C'est un peu l'idée d'ailleurs d'aujourd'hui, hein, c'est de faire un peu ce point ensemble Voilà. sur cette notion de croyance. Enfin, c'est à toi qui avais envie d'échanger Voilà, moi là-dessus. ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait avec François Lemay dernièrement quand il était venu à Lyon, c'est de poser un petit peu des questions sur qu'est-ce qui a fait évoluer sa vision du monde et donc du coup quelles sont les croyances qu'il a dû changer dans les 10 dernières, 20 dernières années pour D'accord. arriver à, je dirais, à un accomplissement, pour arriver à développer son business de façon beaucoup plus, de façon fluide, de façon simple, de façon fluide. Donc je vais te poser ces questions-là, on va échanger ensemble là-dessus. Très bien. Hein, sur ce Je sujet. me demande s'il faut que je garde le bras Non, tendu mais non, je pense longtemps. que tu vas poser le téléphone ici, pose-le là. Voilà, on fait ça, Non, on c'était fait pour ça avoir un tranquillement. regard un peu. On peut peut-être saluer nos différentes personnes là, qui nous font l'honneur et Alors, le si tu plaisir les vois, de si partager tu les vois, ce ce petit sera moment. avec plaisir. Voilà, alors, je ne sais pas si vous nous voyez, mais en tout cas un petit coucou à tous, bien sûr. On est ici dans un lieu magnifique. Je vais vous refaire un petit tour en fait. Voilà, on est à Paris-Gare de Lyon dans un lieu magnifique. Ça s'appelle Voilà, le alors Train moi de Bleu. mon côté, je peux pas trop parce que mon téléphone il est bloqué sur la cam. Je suis accompagné évidemment de notre ami, de mon ami, vieil ami, coach, Guillaume. consultant, spécialiste aussi en hypnose, formé en PNL, il s'appelle Guillaume Andreu. Voilà, alors Guillaume, on y va sur le sujet? Et ben c'est parti. Donc moi la question que j'ai posée à François, que je vais te poser à toi, c'est dans le parcours que tu as eu jusqu'à présent. D'accord. Bon, ça fait quand même un paquet d'années que tu es dans le domaine du développement personnel, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont dû changer, qui ont dû évoluer dans ta vision du monde pour te faire partir de celui que tu étais à l'époque, avant de rentrer dans ces domaines-là, Oui. et te faire arriver aujourd'hui à la place où tu en es, c'est-à-dire quelqu'un qui est reconnu dans son domaine, qui a du succès dans sa partie professionnelle. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu es comme ça quand tu y repenses, quelles étaient les croyances que tu avais il y a 10, 15 ans, peut-être 20 ans en arrière, et quelles sont celles qui sont vraiment fondamentales pour toi et qui ont fait une différence, qui font aujourd'hui une différence quand tu évolues. Je pense Alors, que le mieux, ce serait de le poser, ça. Ouais, hein. alors on va essayer de le Ce poser sera comme plus ça. simple parce que sinon tu vas... Voilà. Sinon tu vas... Attends, vas-y, je te laisse répondre. Voilà, comme ça, on va regarder un coup en haut, un coup en bas, parce qu'on a deux caméras qui nous suivent. Alors, je pense que la grosse différence, il faut savoir que moi j'ai grandi dans une situation qui n'a pas été forcément très facile, puisque j'étais confronté adolescent à des difficultés, d'abord familiales. J'ai perdu mes parents assez tôt, enfin ma mère notamment. Et puis très vite j'étais autonome, c'est-à-dire à 16 ans je me prenais en charge. Et la difficulté que j'ai eue, mais qui en même temps est devenue une force par la suite, c'est que je me sentais un petit peu comme la cinquième roue de la charrette, quoi. C'est-à-dire pas important, mais vraiment pas important. C'est-à-dire que j'avais vraiment un vrai problème de comparaison avec le monde, toujours en train de me demander si oui ou non, au fond j'étais suffisamment important pour exister. Donc la problématique de l'auto-dévalorisation, pour moi c'était très fort. Alors ça a été très fort avec le monde féminin par exemple, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec le monde féminin, mais à peu près pour tout en fait, j'avais très peur de prendre ma place. Voilà. Donc je crois que si la question c'était quelles étaient mes croyances de départ, Ouais. c'était que j'étais pas important. Et même dans les années où j'ai viré un peu mal, puisque j'ai grandi dans des quartiers difficiles et j'ai commencé à faire quelques conneries, mais en fait j'existais plus par souci d'être aimé par la bande de D'accord. copains, et donc je me souviens beaucoup plus jeune, on était capable de
saccagé, je me souviens par exemple une école, on avait saccagé une école à coups de pierre, enfin, pour casser toutes les vitres et tout ça. Enfin, je me dis comment ça a été possible, comment j'ai pu être stimulé au fait d'aller piquer des autoradios, etc. Et il y a un moment donné, c'est une expérience forte que je garde, et je remercierai jusqu'à la fin de mes jours cette personne qui s'appelle Guy Gilbert, qui m'a interpellé un soir à Grenoble, je me souviens, où on a fait une conférence, et il m'a dit, en gros, tu sais, parce que lui il travaille avec des loupards, il faut savoir que, voilà, donc du coup ça m'intéressait, enfin il m'impressionnait lui aussi. Oui. Et puis alors j'étais en train de rouler ma clope sur les marches devant, je lui ai dit, écoute, moi j'ai des trucs de curé, en gros, je sais pas trop si ça m'intéresse, je crois que je vais piquer 2 autoradios, et je vais beaucoup mieux gagner ma soirée. Et il m'a dit, tu sais, Polo, tu sois un petit peu, enfin il m'a dit Paul à l'époque, tu sois un petit peu en rage intérieurement et que tu as envie de faire des conneries, c'est ok. Mais sache une chose en gros, c'est que si tu continues à ne maltraiter ton environnement, c'est lui qui va mal te traiter pendant des années. C'est pas quand tu mets cette rage au service de quelque chose de beaucoup plus constructif, tu vois que c'est ton environnement qui va te faire grandir. Et je pense que cette aspiration à être aimé de mon environnement il y a eu un switch. Ouais. Et là, la croyance qui était en fait négative est devenue positive, parce que ce besoin d'être aimé, ce besoin de... Tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est vrai que les conséquences de mes comportements allaient avoir une vraie conséquence dans ma vie. Et du coup, allez savoir si c'est ça ou pas, mais quelques mois après, je me lançais dans le secourisme. Et c'était le point de départ. Moi qui n'étais pas bon dans les études et qui n'aimais pas apprendre, tout d'un coup, ça a été le point de départ d'une motivation extrêmement forte pour apprendre. Donc je me souviens, en parallèle au lycée, quoi, en quelque sorte, j'ai commencé à suivre des cours de secourisme. J'ai fait toutes les spécialisations qui existent. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un processus comme ça. Ça a donné du sens. En fait, c'est une sorte de recadrage de sens. Oui, moi, mais avec toujours cette même croyance qui a été moteur, qui est devenue moteur, qui est j'ai besoin d'exister à travers les autres. Ouais. J'ai besoin je me comparais tout le temps, avec toujours ce sentiment d'infériorité. Ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est que la croyance, et ça me vient un petit peu en t'en parlant maintenant, Guillaume, c'est il y a la croyance du fait de perdre. De besoin d'être reconnu, mais qui peut être tout à fait orienté sur la construction et pas seulement sur la destruction. Oui. Alors moi, ça me fait penser au type 3 en énéagramme. Pour ceux, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est les personnes qui peuvent s'intéresser à l'énéagramme à un moment donné vont peut-être découvrir ça. C'est effectivement en lien avec la base 3 de l'énéagramme qui est en difficulté au niveau de son identité, de la reconnaissance, et ça va être un vrai moteur pour lui. Mais soit il ne trouve pas le moyen, s'il ne trouve pas le moyen de le faire, de donner du sens à ça, il va être plutôt en désintégration, et il va peut-être, avec sa partie créative au niveau 4, etc., il va plutôt rentrer dans le fait de dire l'environnement ne me correspond pas, j'y ai pas ma place, donc je le détruis. Ou alors au contraire, il va partir dans une dynamique de se dire ok, en fait, je peux mettre cette énergie, ou je peux mettre cette créativité qui devient de la rébellion quand elle n'est pas utilisée, je peux mettre cette créativité au service d'une construction qui va me correspondre, au service d'une construction qui va m'apporter toujours de la reconnaissance, mais dans le bon sens du terme. Exactement. Ok. Alors ça me fait beaucoup penser, parce que moi l'idée c'est qu'on ait un peu une conversation justement d'échange, ça me fait évidemment penser à moi, ça rentre en résonance. Coucou Katia, je salue au passage les quelques personnes que je vois sur l'écran là rapidement. Ça rentre en résonance avec mon histoire, puisque mon histoire est un peu similaire à la tienne, c'est-à-dire que je posais beaucoup de questions sur ma place, sur le sens que pouvait prendre la vie, etc. Et j'ai aussi fait un certain nombre de conneries pour essayer de trouver ma place, d'exister, parce que j'existais beaucoup au travers du regard des autres. Je me posais toujours la question de savoir comment il fallait être pour être apprécié, pour être aimé, qu'est-ce qu'attendent les autres. Mais c'était souvent pas en accord avec ce que j'étais intérieurement, et donc il a fallu que je me suradapte en permanence. Et que quelque part, à force, je me suis créé un bon faux self, une bonne personnalité qui essaye de s'adapter à tout le monde, mais j'étais pas vraiment moi-même. Et le truc de tout ça, et tu vas peut-être me dire si tu me rejoins sur cette croyance, c'est que à ce moment-là, il y avait à la fois quelque chose en moi qui me disait le monde est pas si, on n'est pas que des êtres humains comme ça sur une planète, on ne sait pas pourquoi on est là, c'est le fruit du hasard. J'avais un pressentiment, la religion ne me parlait pas, tout ce qui était de l'ordre religieux, il y avait quelque chose qui était incohérent pour moi, mais j'avais quand même le sentiment qu'il devait y avoir un sens caché derrière les choses. Et en fait, à un moment donné, je me suis senti tout seul dans ce monde. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que tu t'en sortes tout seul. Des autres, ou... Voilà. Et si tu veux réussir, en fait, tu es tout seul. Les gens ne vont pas forcément t'accepter, ils vont peut-être plutôt t'utiliser que t'aider. Enfin, j'ai vraiment ce genre de croyance. Et à un moment donné, ce type de croyance s'est transformé dans ma vie, ce qui a donné, je dirais, une perspective et un chemin tout à fait différent. J'aimerais savoir si toi, ça te parle ça.
S'il y a quelque chose dans ta croyance à l'égard de l'environnement et du monde. Il y a des choses qui ont évolué. Il y a plusieurs strates. Alors d'abord, il y a cette aspiration qui, j'ai envie de dire, toujours un peu restée là quand même, ce besoin d'être important. Après, c'est vrai que plus je suis allé vers la connaissance de moi-même, plus j'ai appris à reconnaître au fond de moi qui j'étais dans cette différence et à sortir de ces modes de comparaison, mais ça a pris du temps. Il y a eu plusieurs strates, parce qu'avant ça, je pense qu'il y a une chose c'est la prise de conscience du fait que je suis un être différent des autres et que du coup, même si je peux admirer des personnes, notamment à travers quelques personnes que j'ai fortement admirées, je pense qu'il y a un facteur de considération que j'ai eu qui a beaucoup contribué au changement de ces croyances. D'abord, je me suis rendu compte que j'ai eu l'occasion de dépasser beaucoup de choses. Donc c'est l'expérience. Voilà, je me suis vraiment dépassé. Je me suis d'avoir eu très très peur de l'eau, par exemple. J'avais vraiment une phobie de l'eau. Je suis devenu maître nageur en 2 ans et demi. Après, je me suis spécialisé en côte dangereuse. Après, ça aussi, ça a été une expérience très importante parce que je me suis retrouvé avec des responsabilités vraiment importantes et avec un public qui ne me connaissait pas du tout. Du coup, j'ai observé dans le regard des gens, que ce soit les personnalités qui me faisaient confiance, les corps d'État, puisque je travaillais avec la gendarmerie, avec les pompiers, avec la mairie, mais aussi après dans le regard plus proche, des amis qui venaient travailler avec moi, et puis de ceux que je rencontrais, des femmes aussi, évidemment, puisque j'ai eu une fonction un petit peu différente. Et je me suis rendu compte que ça a été extrêmement puissant pour commencer à accepter le fait que j'avais de la valeur. Et puis c'est bien tombé, parce que c'est tombé au moment où j'entrais dans des processus de développement personnel, plutôt thérapeutique à l'époque, parce qu'on ne parlait pas de coaching, on parlait un peu de développement personnel, mais c'était plutôt de la thérapie. Et voilà, après il y a eu un petit moment un peu compliqué, j'ai envie de dire, mais probablement parce que j'ai été dans des mouvements thérapeutiques où on revenait beaucoup sur les problèmes. Ouais. Et du coup... Oui, tout ce qui touche à la Gestalt d'ailleurs, en l'occurrence, et qui était l'expression, finir la forme d'émotion. Ouais. Voilà, je pense que j'ai eu la chance d'être avec de bons thérapeutes. Ouais. Mais autour de moi, il y a des moments où je m'intéressais à plein de séminaires, voilà. Et c'est vrai que la culture française, dans les mouvements de la psychologie humaniste, était quand même très axée sur, dès que tu avais un problème, à quoi ça te renvoie, ce qui est une bonne question au passage, mais c'est un peu comme si, à force de venir dans les problèmes du passé, on avait réglé le problème du présent. Ce à quoi je crois qu'en partie, je ne dis pas que c'est pas important, et tu le sais, à quel point je valorise la thérapie, mais je pense qu'à l'époque, on était vraiment dans une culture de, si tu as un problème aujourd'hui, à l'évidence, c'est parce qu'il y a un truc avant. Il y a aussi un problème de sens et un problème de direction. C'est vrai que quand j'ai eu ma rencontre après avec la PNL notamment, mais puis d'autres approches, j'étais beaucoup plus recentré sur, au fond, c'est quoi mon important, si ça se passait mieux, ça se passerait comment je peux aller chercher le meilleur de moi-même, et donc revaloriser cette partie de moi qui n'a pas attendu ce jour pour se manifester, qui s'est manifestée dans plein de situations, et du coup d'être dans une recherche du passé, mais pas focalisée sur les problèmes, mais sur au contraire ce que j'ai transformé, et bien peu à peu, ça a remonté énormément à la fois la confiance que j'avais et en même temps l'estime. Et aujourd'hui, je pense c'est quoi la croyance? C'est quoi les croyances derrière ça? C'est ça qui est intéressant, c'est que si on s'appuie justement sur cette définition des croyances, une très bonne question que tu poses, la croyance c'est quoi? La croyance c'est d'abord un sentiment, c'est un ressenti. Sur quoi se base-t-il ce ressenti? Sur des références. Si je crois que cet hôtel il est bien ou il n'est pas bien, je m'appuie sur des références, sauf que je n'ai pas conscience de la référence au moment où j'évalue dans ma tête si une personne est bien, si un hôtel est bien, si je suis capable de faire une chose. Et on verra que tout ça, c'est très émotionnel. Sauf que si je suis dans une dynamique émotionnelle qui est plutôt basse, voire même un peu victimisante, il est clair que mon système nerveux, par association, il ne va pas y chercher les mêmes références. Passer quelqu'un qui a l'impression qu'il ne va pas y arriver, à un niveau préconscient, voire inconscient, son système nerveux va plutôt aller chercher des fichiers qui sont en rapport avec la fragilité dans laquelle il est. Et ça va plutôt renforcer le problème. Et moi, je crois que j'ai vu des gens en thérapie, notamment, j'aurais dit, vous auriez mieux fait d'aller faire une bonne partie de course à pied, de remonter un peu le centimètre, de sourire un peu, et peut-être que vous auriez terminé la journée avec un sentiment de valorisation à l'égard de vous-même et de vos capacités beaucoup plus grand. Et quand je me suis rendu compte à quel point cette flexibilité pouvait être possible, grâce notamment à la PNL, là, j'ai quand même compris que les affaires d'émotion présentes étaient capitales parce qu'elles conditionnaient y compris mon regard sur le passé. Alors pour revenir sur la croyance, c'est donc un sentiment qui s'appuie sur des références.
Les références, c'est quoi? C'est ce sur quoi je me base. Alors, il est clair que si j'ai eu un certain nombre de réussites, beaucoup de feedback positif, etc. Si aujourd'hui on me dit, Paulo, est-ce que tu es capable de démarrer un séminaire sans trop de préparation? Je dis oui. Pourquoi? Parce que j'ai les références. Parce que tu as déjà fait plusieurs fois cette expérience, et comme tu as réussi, voilà. Mais tu quand as je repense à ma première association émotionnelle, tu as une association émotionnelle qui est positive et exactement. qui dit, ça c'est vrai pour moi. Et en je même suis temps, capable de faire ça. Quand je repense à ma première conférence, où je suis arrivé en 2 chevaux, etc. Enfin, j'y suis même pas allé, hein, puisque 1 kilomètre avant, je me suis arrêté. Je t'avais déjà raconté l'histoire. Et j'ai fait demi-tour. Pourquoi? Parce que j'étais terrorisé. Alors justement, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je retrouve aussi ce système de croyance que j'avais, par exemple, sur la question du... par exemple, moi, j'avais une blessure profonde, qui était une blessure de rejet. Oui. Donc, à partir de là, si tu veux, j'avais une distorsion de la réalité qui faisait que j'avais de toute façon toujours l'impression que j'allais déranger, voilà, ou que j'allais être de trop, ou que j'allais pas être intéressant pour les gens, ou etc. Il suffit que je te manifeste à ce moment-là une reconnaissance un peu médiocre. Par exemple. Et automatiquement, ça renvoie à la blessure. Ça te renvoie évidemment au sentiment, qui n'est pas forcément très conscient d'ailleurs, mais au sentiment que finalement tu n'es pas si important que ça pour les gens. Donc ça c'était régulier, donc je me comparais, j'évaluais pourquoi les autres paraissent plus importants, pourquoi ils paraissent mieux réussir, pourquoi ils paraissent, etc. Et à un moment donné, la croyance que j'ai transformée, qui s'est transformée dans une séance d'ailleurs de thérapie avec du rêve éveillé, des choses que je pratique aujourd'hui parce que je trouve ça assez puissant, c'est que finalement, quand je parle aux gens, je m'adresse à eux, mais je m'adresse surtout à l'être qui sont, ou à l'âme qui est derrière, ou à l'énergie qui est derrière. Et je me disais, j'ai transformé mon truc en me disant, si je monte sur scène pour apporter quelque chose aux gens, les gens ne sont pas là pour me regarder, me décortiquer, me critiquer, même si c'était un peu la culture française pendant un certain temps, c'est en train de s'ouvrir un peu. Mais ils sont aussi là parce qu'il y a quelque chose, ils ont quelque chose qui va résonner. Il faut que si je suis authentique, si je suis vrai, si je dis vraiment ce que je ressens, si j'explique ce que je suis, peu importe s'il y a des jugements, ça va parler, ça va résonner vrai et les gens vont sentir ça et ils vont se dire waouh, ok, là ça m'informe de quelque chose, ça m'intéresse parce que ça me renvoie à quelque chose chez moi. Et à partir de là, j'ai changé ma croyance sur le fait que les gens étaient plus là pour finalement curieux, avides de savoir, de connaissances, etc. Et qu'ils attendent, voilà, et qu'ils attendent de l'intervenant, même s'il se trompe, même s'il n'est pas parfait, ils attendent quelque chose. Et à partir de là, ça y est, c'était fini, je pouvais prendre la parole en public, alors qu'avant c'était impossible, au bout de 3 secondes et demie, j'étais suffoqué, je montais même pas sur scène limite. Donc j'ai changé cette croyance. Le système inconscient captait et traduisait à un niveau beaucoup plus important que le niveau conscient, un sentiment de compétition en fait, de rapport, de difficulté avec l'environnement. Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la puissance d'une croyance. Hein. C'est-à-dire que tout ce que je perçois est donc transformé. Hein. Ce sont des phénomènes de distorsion qui ensuite sont complétés par ces fameux phénomènes de généralisation. Et du coup, c'est là qu'on voit qu'il y a une puissance vraiment très très forte par rapport au système nerveux. Alors, pour aller justement tirer vers moi, ce qui m'intéresse à la limite là maintenant, c'est qu'on soit davantage sur quelles sont ces fameuses croyances qui ont changé. Par exemple, moi j'avais la croyance que l'environnement était hostile. Oui. J'étais plutôt dans une posture de méfiance vis-à-vis de l'environnement. Et j'ai acquis par le biais d'autres croyances ou d'autres méta-croyances, on va dire, l'idée que non, en fait l'environnement il n'est pas hostile. Et il peut être en méfiance parfois. Il peut être en méfiance, mais moi je le vis plus comme hostile. Donc du coup j'ai pu aller à la rencontre de l'environnement, j'ai pu m'exprimer de façon beaucoup plus simple avec les gens, beaucoup plus ouverte. J'ai pu être plus moi-même finalement, parce que j'ai changé cette croyance. Mais il y en a d'autres en arrière-plan. Ouais. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est pas trop de rentrer dans le système mécanique, parce que ça on en parle dans d'autres domaines. C'est plus toi, aujourd'hui, si tu devais dire quelles sont les croyances que tu as sur la vie, sur le monde, sur toi-même, qui font que, selon toi, aujourd'hui tu as plus de succès que tu as pu en avoir avant, ou que tu as le sentiment de t'accomplir avec plus d'aisance, de facilité qu'avant, ou que tu vis du bonheur à t'accomplir, c'est-à-dire des moments de bonheur, tu vois, parce qu'il y en a qui s'accomplissent mais dans la dureté, dans l'effort, dans la résistance, dans le fait qu'il faut tout péter. Bon. Qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui tu sens que finalement il y a une forme de quelque chose de succès naturel qui se met en place? Quelles sont les croyances en arrière? Je pense que dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est, je crois, peut-être la plus importante dans mon évolution, c'est ce qui a évolué dans mon rapport au monde. C'est-à-dire que je pense que la chose la plus importante que je puisse inviter les gens à accepter, c'est l'idée qu'ils sont aimés à un niveau plus important qu'ils l'imaginent. D'accord. Après, que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Donc oui, mais est-ce que c'est vrai pour toi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Toi, mais dans tes croyances à toi.
Qu'est-ce que tu as eu de cette croyance pour toi? Bien sûr, par exemple, moi j'ai longtemps eu le sentiment d'être dévalorisé, Ouais. alors que je ne l'étais pas. D'accord. Donc j'ai compris que dans mon système de référence émotionnelle, par exemple, que ce soit mes parents ou mes amis, etc., m'ont probablement aimé ou apprécié à un niveau beaucoup plus important. D'accord. Simplement parce qu'aujourd'hui, je me rends compte du nombre de fois où je peux apprécier une personne sans forcément lui manifester. Oui. Parce qu'on est en plus dans une culture où on ne le fait pas vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, je me dis, il y a un référentiel qui est à changer. La deuxième chose, c'est que je me suis dit, mais si au fond, le monde m'aimait au-delà de ce qu'il m'aime. Et si je vais plus loin, et j'ai beaucoup travaillé ce truc-là, c'est, moi je suis capable de rentrer dans un aéroport et vraiment d'avoir le sentiment que tout le monde s'est levé pour moi. Hein. Ouais. Et donc de rentrer dans une espèce de gratitude à l'égard d'arriver dans le métro et me dire waouh, les mecs ils font tourner les métros toute la journée, c'est 400 métros par jour, hein, simplement parce que j'arrive. Ah, quand tu dis tout le monde s'est levé pour moi, c'est-à-dire que par exemple la personne qui est au stand pour vendre des sandwichs, la personne qui vend les billets, c'est-à-dire que toi tu te dis finalement l'univers, la vie, le monde, il y a une richesse absolument inouïe. Conspire pour moi d'une certaine façon parce que pour être là pour moi, pour me servir à manger, pour m'apporter à boire. Mais si on y regarde d'un peu plus près, on peut toujours évaluer les choses comme on veut, mais on fait quand même partie, je pense, des 1% de la population les mieux lotis, non? Ah, ça je sais pas, mais oui. Moi j'ai mangé tous les jours, voilà. Donc j'ai quand même le sentiment que la vie m'a réservé quand même le meilleur. Ouais. Alors c'est une croyance ou pas, mais en tout cas c'est une croyance que j'entretiens. Eh ben mais c'est ça. Moi c'est ça qui c'est ces fameuses croyances aidantes finalement. Eh ben c'est ça c'est la première. C'est le rapport que j'ai à l'égard de ce que j'imagine que l'environnement a pour moi. Ouais. Parce que je me suis rendu compte à quel point, ça peut aider peut-être certaines personnes, mais il y a beaucoup d'attitudes qu'on développe en fonction du regard, non pas de la perception qu'on a des autres, mais de l'idée que les autres ont de nous. Oui. Donc du coup, le fait de transformer cette réalité, alors bien sûr aider parce qu'effectivement, au fil de mon histoire, le fait d'être souvent valorisé, reconnu, etc., ça m'aide. Bah ça a construit cette fameuse croyance. Ça a construit cette croyance. Je me souviens d'ailleurs que les années passées à faire du sauvetage en mer, c'était pour moi les premières années où j'ai eu des retours moi qui m'ont un petit peu surpris. Donc ça m'a aidé à transformer ce truc-là. Mais après, il y a eu le travail de développement de soi, etc. Donc je dirais que le premier axe important, en termes de transformation, je dirais, c'est quand quelqu'un arrive à se sentir aimé de l'environnement, je parle de tout l'environnement, ça peut être de Dieu, de la vie, des autres, et du coup bénit le monde chaque jour pour toute cette abondance, je pense qu'il commence à partir sur la bonne pente. Okay. Voilà. Après, c'est pas la seule croyance. L'autre après, c'est justement, alors justement, le truc c'est, si tu parles de ça, ça veut dire qu'en arrière-plan de ça, il y a une croyance sur le fait que le monde, tu as parlé de Dieu, tu parlais de l'univers, et ça veut dire que tu as quand même développé dans ta vision du monde, l'idée d'une forme de spiritualité ou d'un sens qui dépasse la simple existence humaine, de l'être humain qui arrive, qui est le fruit de l'animal, de l'évolution, c'est le pur hasard. En fait, on est connecté à rien, après il n'y a rien. Donc tu as une croyance. Pour la raison très simple, c'est que au-delà de ça, parce que juste je termine là-dessus parce qu'à mon avis c'est très important pour les personnes. Si tu as une vision du monde qui inclut le fait qu'il y a une intelligence, je dirais collective ou supérieure, qui régit une conscience supérieure qui est là aussi et qui fait que les êtres humains sont plus ou moins connectés à ça. Tu vas développer des croyances comme quoi l'environnement peut être bienveillant avec toi, comme quoi il va y avoir des synchronicités dans la vie, comme quoi tu n'es pas tout seul, tu peux être aidé par l'environnement. Moi j'ai cette croyance maintenant claire que l'environnement est toujours là pour m'aider et je m'en rends compte tout le temps. Mais avant, quand je ne croyais pas, j'étais séparé, j'étais tout seul, j'étais face au monde, c'était l'animal qui doit se défendre, qui doit survivre dans mon système de croyances. Tu vois, si moi je ne fais pas, rien ne fera pour moi. Donc c'était très très limitant pour moi parce que du coup j'étais en lutte. Monique. Un petit coucou, Monique. J'étais en permanence en lutte contre le monde. J'avais l'impression que le monde était contre moi et que moi j'étais contre le monde. Voilà. Donc toi, est-ce que tu peux revenir sur cette si je reviens là-dessus, c'est simplement pour renforcer cette idée que dans mon rapport au monde, je peux être soit dans un système de type fuite ou attaque, dévalorisation, critique, etc. Et ça, pour moi, c'est la donnée la plus importante si quelqu'un veut foirer sa vie. C'est très simple. Il commence par considérer que c'est une merde, en gros, et que les autres le sont aussi. Et que, du coup, dans cette thématique, il va descendre en posture de victime, se culpabiliser, parfois pour se faire du bien psychologiquement, puisqu'il rentre dans des vides intérieurs, et il va faire n'importe quoi pour essayer de remplir son vide immédiat. Hein, et on voit d'ailleurs toutes les défaillances viennent de ce vide intérieur. Quand quelqu'un au contraire est connecté à un plein, c'est-à-dire ce que nous on va appeler une valeur, quelque chose d'important dans ses vies,
soit je vois mon besoin je ressens ce besoin d'aimer. Par exemple, prenons un exemple très concret. À un moment donné, je peux me ressentir dans la solitude. J'ai beaucoup connu ce sentiment, le sentiment de rejet. En fait, pour moi, aujourd'hui, l'alerte du rejet, ou l'alerte du sentiment de solitude, ou l'alerte de la tristesse, égale dans ma tête, mais ça, il a fallu que je reconstruise mon désir d'être en lien, mon désir d'être aimé, mon désir d'être accepté. Donc la question c'est, tiens, quand j'ai ce voyant rouge qui s'allume, automatiquement dans ma tête, mais ça a été du travail, je dis tiens, bien sûr je me sens seul, mais à un moment donné je me dis, tiens, ça éveille mon désir, mon besoin d'être en lien. Et du coup mettre mon focus là-dessus et me dire, tiens, quand est-ce que je l'ai été ? Et si je l'étais aujourd'hui, au-delà, même si je l'étais sans même le savoir. Alors qu'est-ce qui fait justement que tu es dans la solitude ou que tu l'es plus ? Par rapport à cette croyance dont on vient de parler, je reviens toujours à ça parce que moi je reviens à la métacroyance qui est en arrière-plan. Par rapport à cette croyance que le monde, alors on peut parler, comme je disais tout à l'heure, de Dieu, etc. Mais tu prends, juste faire une parenthèse là-dessus. Moi j'ai grandi en communauté spirituelle. Ouais. J'ai vu des gens dans des merdes pas possibles. Mais ils avaient une telle aspiration à Dieu. J'ai vu des gens partir en mission en Afrique, etc. et subir des trucs de fous. D'accord. Mais il y avait une telle connexion, etc., que la pire des violences qu'ils ont vécues, les traumatismes absolument incroyables qui seraient insupportables pour la plupart des êtres humains, ils les traversaient avec une force, avec une conviction. Parce que ça avait du sens, ils donnaient du sens voilà. Par rapport à leurs croyances. Mais qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Que ce soit Dieu, Allah, on s'en fout, mais ce que j'ai trouvé commun dans tout ce qu'on appelle les conversions, parce que j'ai grandi dans beaucoup de communautés, donc, enfin dans une, mais je suis passé dans beaucoup de communautés, et j'ai vu des transformations extrêmement importantes de gens qui étaient des voyous, des gens comme ça, et je me suis beaucoup intéressé à un moment donné à cet effet de conversion. Ce qu'ils appellent la conversion, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie à un moment donné pour que je passe dans une dimension de vie qui soit beaucoup plus constructive, valorisante et contribuante. Et là, je reviens. Et le point commun, et plus c'est spirituel, plus c'est puissant, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est la conception d'être aimé à un niveau au-delà de ce que jamais je pourrais imaginer. Je pense que l'amour, c'est la source de transformation chez un être humain, de guérison la plus importante. Alors justement, quand tu disais tout à l'heure, j'avais le sentiment d'être vide, j'étais seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, t'es pas nourri par un amour extérieur avec des personnes concrètes autour de toi, donc tu te retrouves dans une solitude. Oui, et il y a des gens qui vont te dire, juste laisse-moi terminer, s'il te plaît, merci. Et il y a des gens qui vont te dire, ouais mais moi en fait même quand je suis tout seul, je suis pas tout seul parce que j'ai le sentiment d'être connecté, d'être relié et d'être en connexion avec quelque chose de plus grand, à une source, à ressentir, donc à être dans un ressenti d'amour, même s'il n'y a pas l'environnement qui me renvoie ça. J'ai le sentiment d'être dans ce ressenti. De plus en plus subtil. C'est une connexion à quelque chose qui me dépasse. Des fois, les gens ils disent je sais pas quoi, je crois pas à la religion, je crois pas en ci, je crois pas en ça. Mais j'ai ce sentiment du coup de finalement, je suis jamais vraiment seul. Je me sens à l'aise. Pourquoi ? Parce que je ressens cette source. Je ressens de l'amour à l'intérieur, pas forcément vis-à-vis de moi. C'est pas le fait de je dis je m'aime, je me fais des bisous, etc. Mais je ressens ça. Du coup, j'ai envie de le partager avec les autres. Je sens que les autres, et j'ai la croyance que les autres en sont porteurs aussi, certains. Qui se sont connectés, donc ils vont m'apporter ça. Et donc, ça facilite grandement la... Et ça m'a amené, moi, une prise de conscience, il y a deux axes. Là, on est en train de parler du bonheur dans sa vie, ou du manque de bonheur. Puis après, on parlera de l'efficacité, puisque tu m'as posé la question sur, au fond, qu'est-ce qui fait que je réussis. Pour moi, c'est une autre dynamique. Soit on est en quête de bonheur, soit on est en quête de réussite. C'est-à-dire d'avoir plus, ou d'avoir en tout cas un environnement qui est... On peut avoir le bonheur de réussir aussi. Oui, bien sûr, le bonheur est une source, on va le voir, très très importante. C'est un des moteurs les plus puissants pour réussir. Mais c'est deux choses différentes. Je peux être extrêmement heureux en étant sous un pont, etc. Parce que, et c'est là que j'attire, c'est qu'il y a un phénomène de reliance. C'est-à-dire que si je suis bien avec mes enfants, parce que j'ai une qualité de relation incroyable, on a un échange profond, ça génère du bonheur. Je peux être bien avec mon chat, avec mes plantes, avec Dieu. Je peux être sous un pont en faisant la manche et me sentir vraiment relié à la nature et tout ça. Et ça, c'est extraordinaire parce que je trouve que c'est extraordinaire d'avoir pris conscience du fait que la qualité, mon niveau de qualité est directement proportionnel à la qualité de la relation que j'ai. Sachant qu'à son niveau le plus élevé, je suis dans l'intimité. À son niveau le plus pauvre, je suis dans le retrait. Je peux être dans le retrait avec plein de monde, d'accord ? Et je peux être seul et en intimité avec moi-même et avec l'univers. Donc c'est une affaire d'intensité de relation qui peut se vivre sur un plan physique. On se touche, on est ensemble.
sur un plan énergétique. Je suis en relation avec un arbre, avec une plante, en relation émotionnelle, parce qu'on partage des émotions, de tristesse, de colère, de donc peur, donc c'est un sentiment de d'amour. reliance et d'appartenance aussi à quelque chose de plus vaste, de plus grand. Je peux être en reliance aussi par les idées, par la conception du monde, et en reliance d'ordre spirituel. Donc tous ces niveaux existent. Il faut juste que j'apprenne à les palper, à les sentir, pas seulement à les intellectualiser, mais les vivre. Et c'est de l'ordre de l'expérience. Quand vous faites de la méditation pendant 2-3 jours dans le silence, on fait une expérience. Ce que dit François Lemay par exemple. Moi-même ai pratiqué, comme il l'a fait de nombreuses fois, la méthode Vipassana. Et ça a été pour moi le voyage le plus fantastique, le plus important et le plus profond que j'ai fait. De reconnexion à quelque chose qui est là. Oui, parce que 16 heures de méditation par jour, pendant 10 jours, on ne peut pas aller ailleurs qu'en connexion avec toutes ces dimensions de soi. Sans côté que c'est la quête permanente, même si on s'évade un peu, on ramène en permanence. Donc il y a au bout d'un moment, on rentre dans des sphères de connexion avec soi-même qu'on n'a pas habituellement, parce qu'on est en permanence absorbé par l'environnement. Et c'est pas une tare, c'est simplement que on ouvre une dimension. Il y a un temps pour tout, il faut un temps pour tout. Donc ça, c'était pour le bonheur. Égale relation. Alors, on va être obligé d'écourter un peu ce live parce que j'ai un timing et qu'il est quasiment 15h25. Je vais terminer alors peut-être sur l'autre aspect, qui est la réussite. La réussite, c'est la capacité à développer des stratégies qui sont cohérentes avec les avoirs que je veux développer. Dit autrement, si je veux apprendre le piano, c'est la faculté à apprendre de manière simple, amusante, avec des bonnes stratégies pour acquérir du savoir-faire. Si je veux apprendre à gagner de l'argent, je peux faire tout le développement personnel que je veux, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Je peux changer ma relation à l'argent, ça c'est un potentiel important parce que ça va me sortir de relations un peu réflexes, de fuite ou d'attaque. Mais après, il y a des stratégies à avoir. C'est-à-dire que ce soit en bourse, en immobilier ou quoi que ce soit, il faut que j'acquière un savoir-faire. C'est exactement comme apprendre à faire une pizza ou faire un vêtement. Ou, donc il y a un apprentissage d'un savoir-faire. Exactement. Et quand tu dis apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a la sagesse d'apprendre, c'est-à-dire d'acquérir un savoir-faire qui va devenir de plus en plus fin. Ou apprendre à devenir sage. Voilà. Si je veux apprendre à marcher sur un fil, au début j'y arrive pas, et puis à force de répéter, mon système nerveux va intégrer un savoir-faire qui va s'ajouter. Moi par exemple, je prends la métaphore souvent du pilote, que j'adore, c'était mon rêve d'enfant, d'ailleurs c'est l'objet de mon dernier livre. Piloter sa vie, donc sortir de ces zones de turbulence et apprendre à être le meilleur pilote de sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas seulement, c'est découvrir qu'on est un véritable appareillage, qu'il y a des paramètres à prendre en compte. Le développement personnel, c'est plusieurs types de paramètres. C'est les valeurs, c'est une vision, c'est une faculté à se positionner, à être en relation avec soi et à apprendre à transformer face aux difficultés. Donc la prise en compte de ces dimensions, ce que j'explique dans ce livre, plus d'autres éléments qui viennent le compléter, comme des cartographies avec l'énéagramme, l'hypnose en termes de relation à soi, etc. Eh bien, ce sont des repères qui me permettent, moi, aujourd'hui, de vraiment piloter ma vie. Et du coup, pas seulement la piloter en termes de bien-être et de bonheur, c'est une bonne chose. Mais en termes de résultats, en termes de réussite. Voilà, c'est cette faculté d'évoluer, ce qui veut dire aussi prendre du recul, analyser ce qui se passe dans ma relation, dans ma manière de gérer les situations, et puis apprendre à avoir cette quête d'apprentissage à peu près dans tous les domaines qui m'intéressent. D'accord, ok. Bon, alors donc je vais conclure là-dessus, sur cette idée qu'il y a aussi une croyance. Les croyances de la réussite peuvent aussi François Goudreau est un ami là, que je voulais saluer au passage. Que j'ai rencontré aussi hier soir, François Goudreau. Salut. Et donc du coup l'idée c'est cette croyance, on va toujours revenir sur ce niveau de croyance. Si j'ai l'impression que de toute façon j'ai pas été bon à l'école, j'ai pas eu de chance, j'ai pas des parents qui ont de l'argent, j'ai pas eu les conditions de vie. Attends, juste je vais conclure. Je vais conclure. Pardon. Merci beaucoup. Parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Donc c'est cette idée que si j'ai pas forcément eu les conditions et que j'ai la croyance que par exemple que je ne peux pas apprendre, et moi c'est ce que je dis au travers des apprentissages, justement c'est ce que je dis, on peut tous changer, on peut tous changer des choses, on peut tous apprendre à être différents, on peut tous développer des comportements différents, mais en arrière-plan de ça c'est important d'avoir développé des croyances différentes sur qui je suis, sur mes possibilités. Donc ça va passer par de l'information, ça va passer par des connaissances que je vais avoir, mais ça va aussi passer par les fameuses expériences dont tu parlais tout à l'heure, qui avec un retour de feedback de l'environnement va finir par me faire dire mais si en fait je peux le faire, je peux réussir, je peux être en lien avec le monde n'est pas hostile, le monde peut m'apporter des choses, le monde peut être généreux, je n'ai pas forcément besoin de prier tous les jours, pas forcément. Et il y a plein de choses comme ça. Mais ça part en arrière-plan de croyances fondamentales que je retrouve quand j'interviewe François Lemay, quand je discute avec des confrères. Je retrouve toujours des croyances qui sont similaires. Donc c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. En fait. Des formes de métacroyances qui sont en arrière-plan et qui font qu'à un moment donné, les gens sont passés de la lutte, de la difficulté, de la méfiance, de l'incompréhension, du manque de sens à
les choses prennent sens, ça devient plus fluide, ça devient plus simple, ça devient plus facile. Le succès, je dirais, des fois même arrive avec une certaine aisance, même des fois ils sont très étonnés du succès qui arrive, mais parce qu'à un moment donné, il y a ces croyances qui sont intégrées, du coup il y a un alignement comportemental, de présence, de posture, d'action. Et tout ça, ça se met évidemment avec le système de valeurs, et tout ça, ça se met en cohérence, et là, pouf, il y a comme une fluidité, une facilité qui se met en place. Donc, on reviendra sur ce sujet avec les personnes qui nous suivent, et peut-être d'autres qui nous rejoindront. Peut-être qu'on en reparlera ensemble pour aller plus loin, parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de choses à dire tous les deux, et là, le temps était un peu limité. Donc, je te remercie, Paul, pour cette salut à entrevue. Toutes les personnes qui salut nous à ont tous suivis. Merci sur Marie-Hélène, sur nos merci deux Martine. Facebook. Et puis tous les autres, évidemment, j'ai pas tout le monde en ligne, mais Monique aussi. Merci Voilà, à toi. on n'a pas pu lire les questions, on n'a pas pu lire ce que vous dites, parce qu'on était parti un peu comme ça, on est parti en live, hein, comme on disait. Mais n'hésitez Et pas à poser des questions. on reviendra dessus, et éventuellement s'il y a des direct. questions, j'y répondrai, ou on y répondra par l'intermédiaire des messages. On vous embrasse fort, on vous aime, et on vous dit à bientôt. Allez, à vous, prenez soin de vous.